Eh bien voilà, c'est parti. L'ouverture de l'université d'automne du Pardème. 2025, 8 et 9 novembre, eh bien c'est la 10e université d'automne du Pardème qui a effectivement été juste un tout petit peu interrompue pendant une année à cause de la privation de circulation due aux décisions gouvernementales pendant le Covid. Mais sinon, nous avons toujours été présents à ce rendez-vous. Et tout ça s'inscrit dans la suite du MPEP. Donc, en 2026, eh bien, ce sera les 10 ans officiels du Pardème, puisque nous nous sommes créés en 2016. Une fois dit cela, je pourrais tenir 2 heures et demie sur une intervention pour faire le bilan de la situation actuelle, politique, aussi bien au plan national de l'Union européenne et international, mais évidemment, ça n'aurait aucun intérêt, alors que le programme du jour, en fait, entre dans... à travers ces... fait des zooms, en tout cas, sur un certain nombre de questions. Évidemment, la question de la guerre, et la guerre sous toutes ses formes. Et comme dit le texte que vous avez reçu, nous, sur tous les fronts, on veut débloquer la France et la libérer de la dictature de l'argent roi. Vaste programme, me direz-vous, mais si on envisage de développer une pensée politique, il faut voir un peu plus loin que de savoir si l'amendement numéro 47 bis 215 re-amendé par l'opposition et désamendé par la majorité va conduire à un budget formidable pour la France, le bonheur des uns et des autres, et évidemment des jours heureux pour tout le monde. Donc voilà, on a des idées ambitieuses et on ne va pas les lâcher comme ça. Donc on va rentrer dans cette université d'automne par la première intervention, enfin les interventions des personnes qui sont à cette table, sur la campagne référendum que nous avons menée à plusieurs organisations pour, à l'occasion des 20 ans du non au traité constitutionnel européen, qui a été quand même un pavé dans la mare des politiques de l'époque qui était au pouvoir, qui a été un pavé dans la mare, le non, et le deuxième pavé dans la mare, dans lequel que nous subissons toujours, c'est le coup d'État parlementaire réalisé à la demande de Sarkozy, et pas que, et qui a été validé par le Congrès, c'est-à-dire le vote des parlementaires, des députés et des sénateurs. Et nous subissons ce traité de Lisbonne depuis lors, mais nous subissons évidemment un changement de constitution qui a placé la France sous tutelle de l'Union européenne. Donc, 20 ans plus tard, quel bilan on peut en tirer? Et surtout, on va se poser la question, que sont devenus les tenants du non de 2005, qui étaient si nombreux, si fringants, si joyeux, si mobilisés, si unitaires, si beaux, si gentils, si créatifs, et ces milliers, dizaines de milliers de personnes qui ont participé à des meetings, à des réunions publiques, à des réunions tupperware, qui se sont engueulés avec leurs voisins, leurs collègues, leurs familles, parce que certains étaient pour le oui et d'autres étaient pour le non. Bref, que sont-ils devenus? Et ça, ce sera l'essentiel de l'intervention tout à l'heure de Jacques Nikonov. Donc, je redis pour la caméra, à table, nous avons à gauche Fadi Kassem du PRCF, ensuite Daniel Gousseau du RPS Fier, Jacques Nikonov de la Dynamique Populaire Constituante, je ne me suis pas trompée, ça y est, j'ai... Okay. Et Michel de Seine, donc du parti de la démondialisation. Ensemble, nous avons uni nos forces pour cette campagne de pétition pour appeler à un nouveau référendum
20 ans plus tard, qui oserait ne pas tirer le bilan de cette forfaiture et de cette trahison et de cette rupture flagrante entre la décision du peuple et l'application et la trahison à travers le traité de Lisbonne. Donc, je ne sais pas qui veut commencer. Qui veut commencer C'est Fadi, c'est Fadi. L'ordre écrit, c'était Fadi. Oh ben, dans l'ordre oui, écrit. L'ordre est fait pour être désordonné. Alors, désordonnons. Comme on veut. Je cède la parole au début. Ah ben non, je ne sais pas. Allez, vas-y. Passe ton tour. Bon, ne passe pas ton tour. Non, j'y vais pour répondre à la question. Bon, déjà, merci pour l'invitation du Pardem. Vraiment, je suis très content d'être là parce que nous sommes dans une période où les trahisons... Oui, nous sommes dans une période où, si vous voulez, les masques tombent, les trahisons, les ruptures dans tous les sens sont présentes et ça fait vraiment sincèrement plaisir d'être là avec des camarades, des amis aussi, avec lesquels nous nous battons depuis plusieurs années pour une ligne qui est très claire et pas avec des faux semblants comme cela se retrouve très souvent avec divers alliés de circonstances. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Il se trouve que de surcroît, ça tombe bien parce que en effet, c'est quand même une année importante, cette année en 5. Alors on parle à raison des 20 ans de la victoire du référendum, enfin de la victoire du non au référendum. D'ailleurs, je signale que le 18 septembre dernier, l'Express a publié un article dont le titre était « Pourquoi le référendum de 2005 hante encore la vie politique en France ?» De toute façon, ça ne peut que hanter, si vous voulez. Ça ne peut que hanter parce que, de toute façon, la fracture de 2005, on voit bien comment elle est en train d'exploser à travers les histoires de budget, on va y revenir, et que par rapport à ces histoires de budget, celles et ceux qui avaient dit... Alors, qui avaient dit oui, de toute façon, ils resteront dans le oui, c'est pas de problème. Sauf revirement de situation, il y a pu y avoir des changements. Je peux prendre un seul exemple, et pour le coup, c'est plutôt un citoyen. C'est le cas de François Boulot. François Boulot, qui en 2007 avait avoué avoir voté pour Nicolas Sarkozy, il s'en est repenti, et vous voyez quand même sa trajectoire. C'est donc un très bel exemple, si vous voulez, qui prouve que malgré tout, même parmi ceux qui ont pu croire dans le oui, il peut y avoir justement une bifurcation vers le non dorénavant. Mais le plus problématique, c'est effectivement ceux qui ont voté non en 2005. Alors, aujourd'hui, où sont-ils ? Moi, je vais surtout parler de ce que je connais un petit peu plus d'un point de vue politique et syndical, c'est-à-dire notamment de LFI, du PCF ou de la CGT en particulier. Il se trouve, je ne sais pas si vous avez vu cela, qu'il y a 10 jours a éclaté une affaire au niveau de l'Assemblée nationale, puisque Jean-Luc Mélenchon, Laurent Wauquiez, Marine Le Pen se sont émus du fait qu'a été transposée, comme d'habitude d'ailleurs, une nouvelle directive, ou plutôt ont été transposées des tas de directives de l'Union européenne, dont l'une est particulièrement vicieuse. Alors je vous le dis d'avance, bon, à vrai dire, nous ne sommes pas concernés, nous, directement, mais c'est plus pour l'avenir des jeunes travailleurs et de la jeunesse. Une directive en particulier évoquait le fait que, dorénavant, en cas de découvert bancaire supérieur à 200 €, eh bien, il faudra, à partir du 20 novembre 2026, il faudra que la banque décide de la solvabilité, la banque décidera de la solvabilité ou non de la personne si elle est en mesure de pouvoir dépasser les 200 € de découvert. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est bien d'être en découvert bancaire. Il se trouve qu'à titre personnel, malheureusement, pour des raisons personnelles, depuis plus d'1 an, j'y suis, et bien au-delà de 200 € par mois à chaque fois. Mais je me suis fait la réflexion suivante. Si je suis arrivé à cette situation, c'est parce qu'il y a le coût de la vie, parce que ça coûte cher, parce qu'il y a le logement, il y a la nourriture, il y a l'essence, il y a les factures, et je vous passe des pires et des meilleurs. Or, cette directive, officiellement, est là pour protéger les travailleurs. La réalité, vous vous rendez bien compte, c'est que des millions de jeunes travailleurs et de moins jeunes travailleurs qui ne peuvent pas régler tout ce que je viens de vous dire sont obligés de faire un découvert et donc vont se retrouver dans une situation où il ne sera pas possible d'être solvable au-delà de 200 €. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous avez entendu, ce que je vous ai dit, péronner contre Emmanuel Macron. Mais il y a un petit problème.
c'est que au niveau du Parlement européen, Jordan Bardella a voté pour cette directive. Les LR ont voté pour cette directive. Et LFI a voté pour cette directive. Manon Aubry aussi. Alors là, si vous voulez, ça permet de résumer un peu le problème. Les partisans du non en 2005, en réalité, ont complètement abandonné, pour une grande partie d'entre eux, le combat pour un nouveau référendum et surtout le combat contre l'Union européenne. Et il faut avouer que, alors, je ne parle même pas du RN parce que si vous voulez, le RN dans le fond n'a jamais vraiment voulu sortir de l'euro et de l'UE. Jamais. Je vous invite à regarder la proclamation de foi de Jean-Marie Le Pen de 1974, la première fois quand il était candidat à l'élection présidentielle. C'est limpide ce qu'il raconte. Il explique très clairement que la France doit être au sein de l'Alliance Atlantique, d'accord, et pour une espèce d'Europe, je ne sais quoi, voilà, une Europe d'ailleurs qu'il appelait boréale, lui. Parce que vous savez que son problème, il n'est pas tant économique que sur un autre terrain. C'est écrit dès 1974. La parenthèse 2017 est due aux agitations de Florian Philippot, rapidement, qui depuis fait son chemin avec donc son mouvement Les Patriotes. Mais en réalité, le RN se fiche complètement de cette situation. En revanche, ça qui est intéressant, il faut le signaler, c'est que une partie de l'électorat du RN, puisque l'électorat du RN est très, si vous voulez, composite, une partie de l'électorat croit que le RN veut sortir de l'euro et de l'UE. Et pour prendre un exemple très spectaculaire, Fabien Roussel, qui a été écrabouillé au premier tour de la législative en juin 2024 dans une circonscription qui quand même appartenait au PCF depuis 1962. C'est dire l'exploit quand même du bonhomme. Eh bien, Fabien Roussel a été écrasé, et quand on a demandé, quand France 3 Région a demandé à des électeurs du RN là, au premier tour, mais pourquoi avez-vous voté pour le RN? Je vous assure, c'est une vidéo que j'ai pu visionner. Eh ben, il y en a un qui dit, un électeur dit, ah bah Marine, elle veut le retour au franc. Elle veut le retour au franc, et puis elle veut les frontières, etc. Donc dans la tête d'une partie de l'électorat du RN, eh bien, il y a la conviction que le RN veut sortir de l'euro, de l'UE, de l'OTAN aussi, etc. Bon. Bien sûr que non du côté du RN. À gauche, enfin ce qu'on appelle la gauche, vous voyez que de toute façon, avec LFI, le pli est pris depuis 2017. En 2017, nous avions appelé à soutenir de manière critique, j'insiste, parce que nous étions indépendants, la candidature Mélenchon, sans avoir forcément trop d'illusions. Mais en se disant que, au moins développer la rhétorique comme c'était fait, avec une voix qui porte l'UE, on la change ou on la quitte. Alors, on y croit, on n'y croit pas, bien sûr. Je ne dis pas qu'on y a cru, soyons bien clairs. Mais au moins, on s'est dit, ça entraîne une dynamique de la part de quelqu'un qui a une voix qui porte, qu'on le veuille ou non. Naturellement, ceci a été remisé au placard assez rapidement. Et donc, depuis, vous voyez ce qui se passe, et vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que Manon Aubry, par exemple, alors elle n'était pas vraiment là en 2000, enfin elle était peut-être là en 2005, mais je ne suis pas sûr parce qu'elle était jeune, elle n'était pas là. Mais Manon Aubry, c'est le pli parfait pour, pas tout LFI, il ne faut pas croire, mais une bonne partie de LFI, en faveur de la construction européenne pour une autre Europe, quoi, vous savez. Je vous invite à écouter ce que disait Manon Aubry le 9 mai 2020 quand elle a rendu hommage, c'était pour les 70 ans du traité, du discours de Schuman, machin, où elle disait, il y a 70 ans, Schuman lançait l'Europe de la coopération et de la solidarité. Bon, voilà. Vous voyez le niveau de connaissance d'une ancienne élève de Sciences Po Paris. Voilà. Je le dis d'autant plus facilement que moi-même j'ai étudié à Sciences Po Paris. J'ai encore plus de facilité à parler de cette école. Bien. Donc, si vous voulez, il est clair qu'au sein de la direction de LFI, ou du moins une grande partie de la direction de LFI, il y a capitulation, il y a abandon, et on ne pourra pas compter sur cette partie de l'état-major de LFI. En revanche, et c'est pareil pour le PCF, soit dit en passant, c'est-à-dire Fabien Roussel, etc., ne comprennent absolument rien, mais strictement rien à l'Union européenne. En revanche, ce qui est intéressant, puisqu'on me pose la question, où sont-ils passés? Il faut peut-être regarder l'avenir. Et l'avenir, c'est de constater que, et je vais vite m'arrêter ensuite, c'est de constater qu'au sein de la jeunesse, communiste, par exemple, de la JC, eh bien, vous avez comme projet, et c'est écrit dans les statuts du MJCF, je le signale, la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Je parle de la jeunesse communiste. C'est dans les statuts officiellement adoptés. Alors, la JC, honnêtement, est en train d'exploser à l'heure actuelle.
Elle est en train littéralement d'exploser, mais vous avez des fédérations, dont celle du Nord, qui veulent être fidèles à ce que je viens de vous dire, à des statuts qui ont été adoptés pour la sortie de l'euro, de l'UE, de l'OTAN et du capitalisme. Et tout simplement parce que cette JC-là, je ne parle pas de celle qui est sous l'emprise de Fabien Roussel, ou du moins qui est liée, si vous voulez, a parfaitement compris que le progrès social, l'indépendance nationale, la paix, la démocratie étaient parfaitement incompatibles avec l'Union européenne, etc. Ils ont tout à fait compris ça. Donc si vous voulez, si on a perdu pas mal de gens de 2005 en route, en revanche, en 2025, ce qu'il faut voir, c'est que, je répète, pas toute la jeunesse communiste, loin de là, pas toute la jeunesse tout court, loin de là. Il n'empêche qu'il y a des signes à l'heure actuelle, pas forcément tant visibles que ça dans l'absolu, mais qui montrent que ça bouillonne. Et ça bouillonne aussi vis-à-vis de l'Union européenne et de l'euro. Autre nouvelle, écoutez, toute fraîche, qui date d'hier soir. Il se trouve que... Alors, il y a eu une mauvaise nouvelle il y a quelques semaines. Olivier Matteux, il a quitté le secrétariat de l'Union départementale de la CGT des Bouches-du-Rhône. Vous savez, c'était un de ceux qui était le concurrent de Sophie Binet en 2023. Malheureusement, son successeur, ça risque d'être une voie un peu différente et pas dans le bon sens. En revanche, il se trouve qu'hier soir a été nommé à la tête de l'Union départementale de la CGT des Yvelines, Mathieu Bolreda, qui est le secrétaire de la CGT des cheminots de Versailles. Et je peux vous dire que eux, en termes de combat contre l'Union européenne, l'euro, etc., ça y va. Ils étaient d'ailleurs, Mathieu Bolreda était d'ailleurs présent mi-septembre dernier à la fête de l'UMA, tu as pu le voir, Jean-Michel, à nos côtés, au stand du PRCF. Et j'ajoute qu'au sein de LFI, vous avez aussi des courants, alors, qui n'osent pas trop aller à la confrontation avec la direction nationale, mais qui quand même ont un discours à minima critique, c'est déjà mieux que rien par les temps qui courent, vis-à-vis de l'Union européenne. Je pense au député, parce qu'il est député LFI, Béranger Cernon, qui a du mal à franchir le pas, et c'est normal, pas besoin de vous expliquer pourquoi, mais qui au moins, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Béranger Cernon, c'est moins de 40 ans. Mathieu Bolreda, c'est une petite quarantaine. La JC, je vous ai parlé de la jeunesse communiste. Nous, au PRCF, nous avons de plus en plus d'adhésions de jeunes. Donc, j'ai envie de dire, pour conclure quelque part, parce que j'ai moins parlé du passé que de l'avenir, que dans le fond, si on a perdu, c'est vrai malheureusement, un peu trop de monde en route, et pour des raisons très évidentes, c'est qu'ils n'ont jamais vraiment cru à la sortie de l'euro et de l'Union européenne, ces gens-là. C'est qu'ils ont tout simplement peur, parce que pour eux, l'Europe, c'est un mot totem, c'est un mot sacré. C'est d'ailleurs un mot sacralisé dans les programmes scolaires. Hein. Si vous sortez de l'UE, vous êtes nationaliste, vous êtes fasciste, vous êtes ceci, vous êtes cela. Nous aussi, nous avons eu droit à ces accusations au PRCF en tant que rouge-brun. Ces accusations, d'ailleurs, sont en train de disparaître, mais à vitesse grand V dorénavant. Parce que de toute façon, devant l'évidence, si vous voulez. Donc, quelque part, moi, ce sur quoi j'aimerais vraiment insister dans la conclusion, c'est qu'il existe des bases intéressantes au sein de la CGT, au sein de LFI, au sein du PCF, au sein de la jeunesse tout court. En tant que professeur d'histoire-géographie, je peux vous assurer que les élèves comprennent rapidement le fonctionnement de l'Union européenne en quelques minutes. Évidemment, tous les profs n'ont pas les mêmes idées. Bon, on est d'accord. N'empêche qu'ils peuvent très vite comprendre. Ils peuvent très très vite comprendre. Et c'est pour ça que, à mon avis, à défaut de savoir où sont passés ceux de 2005, eh bien regardons où se trouvent ceux de 2025. Je m'arrête là. Merci Fabi. On va faire on va continuer sur que sont devenus les tenants du nom avec toi, Jacques. Si tu veux. Et puis après, je sais que Daniel va à la fois regarder le passé et l'avenir. C'est ça. Voilà. Allons-y. D'accord. Moi, je voudrais commencer par dire un petit mot en hommage à Bernard Cassen, qui est décédé il y a quelques mois. Bernard Cassen, c'était l'ancien directeur général du Monde diplomatique, fondateur d'Attac, et en 2005, il était président d'honneur d'Attac, mais il a joué un rôle très important, notamment dans la production de textes et dans la participation aux nombreux meetings que nous avions organisés. Donc, hommage à Bernard, un livre va sortir là très prochainement.
On aura l'occasion d'en reparler. Alors, que sont devenus aujourd'hui les partisans du non de 2005 et comment ont-ils célébré le 20e anniversaire de cette victoire historique? La réponse, ma réponse en tout cas à la première question va être très courte. Pour la plupart, ils ont trahi, ça a déjà été dit, ils ont trahi leur vote et leurs électeurs. La réponse à la seconde question sera encore plus courte. Ils n'ont rien fait, en concordance avec l'ampleur de l'événement. Et on peut décerner le pompon à Attac, précisément à l'association Attac, qui n'est aujourd'hui plus que l'ombre de ce qu'elle a été. Celle-ci s'est contentée, alors que c'est sa seule victoire en fait depuis le début de son existence, d'un court communiqué pour évoquer l'événement. C'est pathétique. Alors, moi je veux intervenir ici plutôt comme président d'Attac à l'époque, avec Michel Dessaigne qui était secrétaire général, et donc, puisque nous étions en première ligne au moment de la campagne contre le traité constitutionnel européen. Et chacun le sait, c'est reconnu unanimement, Attac a joué un rôle déterminant dans la victoire du non. Alors, 20 ans après la victoire du non, le moment est venu de porter un regard critique sur cet événement et la période qui a suivi. Ce que ne font pas les organisations, la plupart des organisations qui ont participé à la victoire du non. Il y a un tabou, parce que évidemment la trahison doit être masquée, et moins on parle de cet événement, évidemment, plus on cherche à l'enterrer. Mais en fait, force est de constater que cette victoire a été ambiguë et qu'elle elle n'a été qu'un feu de paille. Et c'est cela qu'il faut interroger. Parce qu'on ne peut pas non plus se contenter à être dithyrambique sur cette victoire sans avoir ce recul critique sur la nature même de cette victoire. D'ailleurs, la meilleure preuve qu'on peut avoir, c'est que cette victoire de 2005 a été annulée 3 ans après, à Versailles, lors du vote des parlementaires qui ont ratifié le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne, donc, qui était la copie conforme, résumée du traité constitutionnel européen. Et la constitutionnaliste Anne-Marie Pourriette, à juste titre, a qualifié cet événement de coup d'État parlementaire. Et elle a bien raison. En effet, le 4 février 2008, les porte-paroles des 9 groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat, à l'exception, il faut le mentionner, du porte-parole du groupe communiste, ont tous approuvé la révision de la Constitution qui introduisait le traité de Lisbonne dans la Constitution elle-même. C'est-à-dire que finalement, si on a une lecture un peu littérale de la Constitution française, celui qui conteste le traité de Lisbonne commet un acte qui n'est pas conforme à la Constitution. Ça peut aller loin, cette façon de manipuler le droit constitutionnel. Alors, rappelons que les putschistes, à ce jour, les putschistes, donc ceux qui ont voté la révision de la Constitution, non seulement n'ont émis aucun regret à propos de leur geste de trahison du peuple, mais persistent à vouloir imposer à la France un carcan européen qui étouffe les peuples et les nations du vieux continent. Alors, qui sont ces groupes? C'est l'UMP qui est devenu LR, le PS, les Verts, l'UDF, les radicaux de gauche, le Nouveau Centre, le MoDem, le Rassemblement démocratique et social. Pourquoi? Eh bien parce que les principaux partis du centre et de droite, sauf le Front National, se sont alliés avec le Parti socialiste et les Verts pour inverser le vote du peuple.
Et si on fait le lien avec la période d'aujourd'hui, on voit que cette articulation PS Vert d'un côté et une partie du centre droit, disons, continue à fonctionner parfaitement bien avec le macronisme, qui est une conséquence du PS aujourd'hui. Alors, ni les leçons de la campagne référendaire de 2005, ni celles de l'après-campagne n'ont été sérieusement tirées jusqu'à présent. Alors, existe-t-il un lien entre cette victoire de 2005 et la situation d'aujourd'hui? Ça a déjà été évoqué. La réponse est évidemment oui. Il y a un lien parce que nous continuons à subir les contradictions qui se sont exprimées en 2005. Le lien principal, à mes yeux, est le suivant. Aucun programme susceptible de résoudre les problèmes de la France et des Français ne peut surgir de ces partis. On le sentait, mais on n'ose pas vraiment le dire. Je crois que 20 ans après, et à la vue de ce qui se passe ces dernières années, ces derniers mois, eh bien, la conclusion est celle-là. On ne peut rien attendre, sauf le pire, de ces partis politiques. Ils doivent préalablement, ils devraient préalablement tous faire leur catharsis du tournant néolibéral de 1982-83, du oui en 2005 et en février 2008. Aucune alliance sérieuse ne peut être conclue avec ces partis tant qu'ils n'auront pas fait leur autocritique publique. C'est peut-être un retour en arrière, mais finalement, ça a quelques vertus, certainement, de procéder ainsi. C'est jeune, c'est rafraîchissant. Voilà, tout à fait. Voilà, autocritique publique pour particulièrement ceux qui sont les plus chargés, je pense au Parti socialiste et aux Verts. Ils doivent finalement disparaître du paysage politique, sauf s'ils font leur autocritique. Là, peut-être qu'ils auront encore une chance. Mais bon, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Ils sont en train d'être effacés du paysage politique par les citoyens eux-mêmes qui ne votent plus pour eux, même s'il y a des aléas dans l'électorat. Alors, nous avons gagné en 2005. Quelles ont été les recettes qui ont permis cette victoire? Pourquoi cette victoire n'a été qu'un feu de paille? Peut-on reproduire les aspects positifs de cette victoire tout en écartant les aspects négatifs pour tenter d'obtenir d'autres victoires, cette fois-ci durables? Par conséquent, une clarification s'impose qui n'est toujours pas faite par les acteurs de la période. Mais en fait, on pourra attendre longtemps parce que cette clarification ne viendra pas de ces partis. Elle ne viendra jamais. Il faut donc le faire de l'extérieur de ces partis. Et elle ne peut venir que du peuple. Mais le peuple, il a tranché. Il a tranché soit par l'abstention massive, qui est un acte politique pour l'essentiel, un comportement politique, et par le vote pour des partis dits populistes. Le vote FN, une grande partie du vote FN n'est pas un vote fasciste, comme certains le croient, mais c'est ce que disait Fadi est tout à fait juste. Les études le montrent depuis des années. Ce sont beaucoup de gens qui considèrent que le seul opposant réel au système, c'est le FN. Ce qui est archi faux, évidemment. Mais c'est la croyance d'une masse de gens, dont on voit d'ailleurs que, si on fait cette analyse réelle, que l'on peut les récupérer. On peut les récupérer. Alors, à mes yeux, avec le recul, la leçon principale que l'on peut tirer de la victoire du non en 2005 est son ambiguïté, une victoire ambiguë. Alors, pourtant, il faut le reconnaître, des conditions exceptionnelles avaient été réunies pour conduire à la victoire. Peut-on aujourd'hui recréer ces conditions? La première leçon, il existait préalablement une base sociale populaire en rage contre les élites
et leur système quasi religieux de l'Union européenne. Le vote non a été un vote de classe, comme le vote de Maastricht en 92. C'est un vote de classe. Et on voit qu'il y a cette permanence d'un vote de classe, c'est-à-dire que les classes populaires votent toujours, majoritairement, dans un certain sens, de manière assez permanente. Ont voté oui les cadres supérieurs et les professions libérales à 65%, les personnes les plus diplômées à 64%, des bacs plus 3, et les foyers dont les revenus dépassent 3 000 euros par mois, 65%. On voit bien qu'il y a un problème là de classe sociale. Et puis les agriculteurs à 70%, les employés à 67%, les ouvriers à 79% ont majoritairement rejeté le traité constitutionnel. On voit donc que c'est bien sur ces catégories qu'il faut s'appuyer. Ce sont les plus clairvoyantes. Et c'est avec cette population qu'il faut travailler. Ça ne veut pas dire que les autres, on les néglige, on les méprise. Mais on ne peut pas être partout à la fois. Il faut faire des priorités. Et les priorités sont clairement en direction des classes populaires. Les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, 51% de non quand même. Les professions intermédiaires, 53% sont également prononcés pour le non. Ça veut dire que quand on parle de ces catégories, classe moyenne, disons, on voit qu'il y a de fait une alliance dans le comportement électoral entre classe populaire et une partie des classes moyennes. Il faut préserver, élargir, encourager ce phénomène. Sur le plan géographique, pour l'action politique, évidemment, ça compte, puisque l'action politique se fait quelque part, pas dans la stratosphère. Et donc, le non a obtenu 60% dans les communes de moins de 1000 habitants. C'est très intéressant. Il y a, on l'a constaté depuis des années, quelque chose qui se passe de très intéressant dans les petites communes. 56% du non dans les communes de 1000 à 10 000 habitants et moins de 50% dans les villes de plus de 250 000 habitants. Donc on voit aussi là, alors ça se croise avec les catégories sociales parce que les classes moyennes supérieures habitent dans les villes, pas dans les campagnes, et donc ça se rejoint sur ce plan. Alors les classes populaires ne suivent pas les classes les plus éduquées. Il y a une cassure très nette, des deux côtés d'ailleurs, mépris des uns pour les classes populaires, méfiance des autres pour les classes supérieures. Et notamment sur les questions européennes, parce que les classes supérieures supérieures entre guillemets bien entendu, voient l'Europe comme un destin quasi religieux. C'est une nouvelle religion pour ces gens-là. D'ailleurs, très encouragée par le Parti socialiste, parce que qu'a fait le Parti socialiste, Mitterrand en particulier, avec l'Europe, au moment où il abandonnait les politiques de gauche et le socialisme, en 82-83, eh bien, il a inventé l'Europe, entre guillemets, comme substitut au socialisme, c'est-à-dire un destin messianique remplaçant un autre destin messianique. Alors, les classes moyennes supérieures qui font la base de l'électorat du PS ont suivi, et l'Europe devient un objet religieux. Aujourd'hui, la colère populaire est toujours là. On peut dire qu'elle s'est même renforcée et qu'elle s'est exprimée en 2018 avec les Gilets jaunes, par exemple. Mais pas seulement. Elle forme la base sociale et peut-être électorale sur laquelle s'appuyer. Mais elle est surtout présente chez les abstentionnistes. C'est-à-dire qu'il y a dans les comportements électoraux, encore une fois, l'abstention, plus de 50% aux législatives maintenant, c'est là qu'il faut creuser. Parce qu'il y a une rage qui s'exprime par l'abstention. C'est pas le découragement politique, c'est l'inverse. C'est des gens parmi lesquels qui sont les plus lucides, les abstentionnistes. Et donc, il ne peut pas et il ne doit pas y avoir d'autre base sociale que celle-là. C'est simple, c'est clair, c'est carré. On voit
avec qui on peut travailler et on voit où on peut aller. Mais pour convaincre les classes populaires, il ne faut pas verser de l'eau tiède sur les questions stratégiques, comme l'appartenance de la France à l'Union européenne et à l'euro. Ça veut dire qu'il faut être clair. Gilles Kela utilise une expression que je trouve très juste. Il dit « il faut brûler ces vaisseaux ». Brûler ces vaisseaux. C'est-à-dire que politiquement, dans ce que nous disons, il faut dire des choses tellement radicales que nous ne pouvons plus faire marche arrière. Voilà, c'est ça, brûler ces vaisseaux. Et qui brûle ces vaisseaux aujourd'hui? Personne. Quelques-uns. Nous devons en être, je pense, en tout cas, nous aspirons à en être. Donc, il faut être clair dans l'expression que nous avons. Les électeurs ont contourné les partis politiques, transcendé le clivage gauche-droite, tout en s'émancipant des médias et des prescripteurs d'opinion autorisés au service du cercle de la raison. Ils se sont émancipés. C'est positif, mais ça peut présenter un inconvénient, parce que quand les gens ferment tous les verrous, après ils n'écoutent plus, personne non plus. Donc dans cet aspect positif, il y a la difficulté d'arriver à se faire écouter. Mais précisément, si on brûle ces vaisseaux, on peut avoir une attention particulière que d'autres n'auront pas. Cette situation perdure aujourd'hui, on le voit sur la question, par exemple, de la guerre en Ukraine. Deuxième leçon, l'association altermondialiste ATTAC, forte à l'époque de plus de 30 000 membres et de 350 comités locaux, a joué un rôle de fédérateur, d'ensemblier, de tiers de confiance. Alors je sais que Michel n'aime pas cette expression, il faut qu'on en discute, de tiers de confiance, mais en tout cas, l'idée, c'est de rassembler des forces très disparates, activité qui a été particulièrement utile à la campagne. C'est un point qui me paraît très important pour les alliances, c'est-à-dire pour donner une forme aux alliances que l'on découvre dans les comportements électoraux des citoyens, mais il faut que ça se transforme en organisation. Alors, à l'époque, ATTAC n'avait pas d'ambition politique ou électorale et se concentrait sur l'éducation populaire. Et d'ailleurs, je rappelle un point qui est masqué notamment par Mélenchon. Mélenchon, dans le petit communiqué qu'il fait au moment du décès de Bernard Cassen, parle du rôle qu'a joué Bernard dans le vote de non en 2005. C'est tout faux. Absolument pas, puisque ATTAC, nous avions refusé de participer au collectif national pour le non de gauche. Et il faut le rappeler très fortement. Non de gauche qui avait été initié par la Fondation Copernic. En tout cas, Fondation Copernic, petit missile à propulsion plutôt lente, lancé pour torpiller ATTAC. En même temps, d'ailleurs. Comment? En même temps, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait des gens qui étaient dans les deux. On torpille de l'extérieur, voilà, et puis on ronge de l'intérieur. Alors, nous avons dit non, on ne veut pas faire une campagne pour le non de gauche. On fait une campagne pour le non, parce que le non concerne tous les citoyens. On ne va pas s'adresser seulement au non de gauche. D'ailleurs, ATTAC n'était pas une organisation de gauche, c'était une organisation d'éducation populaire. Alors, je ne vous dis pas les débats qu'il y a eu à l'intérieur d'ATTAC sur cette question. C'était assez sportif. Et c'est pourquoi on pouvait parler d'ATTAC comme tiers de confiance. Tiers de confiance. L'association animait le principal collectif pour le non, tout court, pendant la campagne, rassemblant tous les partis, syndicats, associations favorables au non, à l'exception du Rassemblement national et de Debout la France. Alors, je ne sais pas si ATTAC pourrait redevenir aujourd'hui ce qu'elle a été et jouer à nouveau ce rôle de fédérateur. En fait, je le sais, non. L'évolution
l'évolution délétère d'Attaque aujourd'hui lui interdit désormais de jouer un tel rôle. Pourtant, à l'époque, c'est Attaque qui a produit le plus grand nombre d'analyses mettant à nu le traité constitutionnel européen. Plusieurs livres ont été publiés, dont, alors ça je vous recommande cet ouvrage parce que d'abord c'est très drôle, on s'est bien marré. Le titre de l'ouvrage c'est « Ils se sont dit oui ». Ils se sont dit oui. Et la couverture de l'ouvrage, c'est Sarkozy et Hollande qui font du patin à glace, bras dessus, bras dessous. Hollande nous avait téléphoné. Ouais. Il nous avait téléphoné. Il était scandalisé. Il voulait faire bloquer la diffusion, etc. Comment ? Du scooter. Oui, enfin, c'est encore une autre histoire. Et ce livre a connu un énorme succès. Hein. Ça s'est vendu comme des petits pains, comme la une de Paris Match dont il s'inspirait. Il y avait d'abord eu cette une de Paris Match. Alors, les textes d'analyse ont été innombrables. On peut également ajouter les efforts du journal L'Humanité et du Parti communiste, qui a été tout à fait correct, qui a donné des salles, qui a soutenu matériellement, qui a fait venir des orateurs. Le journal L'Humanité avait fait aussi... il a publié d'ailleurs le traité constitutionnel européen. Donc un boulot du PC. C'était pas gagné, parce que dans la direction du PC, comme dans la direction de la CGT, il y avait des partisans du oui. Il faut savoir que... comment il s'appelait le dirigeant de la CGT de l'époque ? Bernard Thibault, avec qui nous avons eu plusieurs réunions. Il était pour le oui, jusqu'au bout. Il a été battu par la direction de la CGT. Quelques jours avant. Il a continué. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été nommé à l'Organisation internationale du travail, un poste de débouché, comme on dit, tout à fait intéressant. Alors, en tout cas, il faut signaler les efforts qui méritent de l'être. La Fondation Copernic a joué aussi à sa manière, évidemment, un peu sectaire, un rôle de production. Et puis Politis, le monde diplomatique également, ont contribué à cette campagne qui était membre fondateur d'Attaque, Politis et le monde diplomatique. Alors, Attaque a donc tenu une ligne rassembleuse, refusant de s'enfermer dans un simple appel au non de gauche trop restrictif. Troisième leçon, c'est l'avant-dernière, il n'y en a pas 12, je vous rassure. Troisième leçon, malgré le déluge médiatique en faveur du oui, la preuve a été administrée qu'il était possible de battre le complexe médiatico-politique. Après 1992 et 1995, nous avons assisté en 2005 à la troisième vague de la guerre idéologique menée par le complexe politico-médiatique. On pourrait même parler de quatrième vague parce que finalement, la première vague a été certainement, c'est à voir, l'émission Vive la crise, le 22 février 1984, avec Yves Montand, qui... ex-compagnon du Parti communiste, tout à fait, qui a lancé, évidemment, 84, vous voyez bien que c'est en plein tournant de la rigueur des socialistes, qu'il faut faire avaler le tournant de la rigueur à l'électorat de gauche, et on mobilise Yves Montand à partir d'un narratif construit par Jean-Claude Guibaud, qui est mon éditeur, enfin quand j'ai commencé à publier des livres chez Arléa, Oui. voilà, bon, je le découvre maintenant, en fait, Ça vient du prénom de ces deux filles, Oui, Ariane et Léa, Léa qui étaient camarades de Sciences Po. D'accord, Voilà. bon. Alors, l'hystérie médiatique, donc, voilà, question, mais c'est pas une question de rhétorique, parce qu'on voit bien qu'il y a une filiation dans tout cela, Yougoslavie aussi. Et là, il y a la Yougoslavie, en effet, on pourrait aussi ajouter. Mais
ça mériterait un travail particulier de marquer comme ça ces périodes, parce que nous sommes dans une telle période actuellement. Alors, l'hystérie médiatique a encore franchi une étape en 2005 par la discrimination médiatique dont étaient victimes les partisans du non. L'association Acrimed, certains connaissent peut-être, ça veut dire Action Critique Média Observatoire des médias, qui était proche d'Attaque, a montré que les partisans du oui ont occupé 70% de l'espace audiovisuel. Alors, au-delà de la discrimination contre les personnalités favorables au non, c'est en fait un véritable auto-aveuglement de la classe médiatique auquel nous avons assisté. Il y a les idéologues dans les médias, mais il y a les moutons, ceux qui s'auto-aveuglent ou qui ont envie de se laisser influencer et qui font un peu n'importe quoi. Celle-ci a dénigré en fait la base de la société, les classes populaires, phénomène qui s'est reproduit et amplifié lors des Gilets jaunes à partir de 2018, quatrième vague de cette hystérie politico-médiatique. La cinquième vague, nous y sommes, concerne l'Ukraine et l'hystérie russophobe, qui confère d'ailleurs au racisme. Il y a un racisme anti-russe qui se développe, qui est construit, encouragé actuellement. Cette victoire sur le système médiatico-politique en 2005 tient en grande partie à la qualité du travail d'argumentation mené par les partisans du non et au travail de fourmi des militants locaux. Tout a reposé sur la production d'argumentaires des organisations qui menaient la campagne pour le non et des quelques rares organes de presse que j'évoquais. Mais ces efforts de production et diffusion d'argumentaires n'auraient rien été sans les dizaines de milliers de militants qui ont labouré le terrain. Quatrième et dernière leçon, quand les enjeux politiques sont importants, que le débat est aussi contradictoire qu'argumenté, que de larges alliances mènent la campagne et que les électeurs savent que leurs votes qui réaliseront l'arbitrage final, que ce sont leurs votes qui décideront finalement, des millions de citoyens s'engagent. Le taux d'abstention a été faible au moment du vote de 2005 parce qu'il y avait ces conditions réunies. Ce qui veut dire que lorsque les enjeux sont clairs et que les citoyens ont une garantie que la décision sera respectée, ils votent. Évidemment, à l'époque, on ne savait pas qu'il était possible d'annuler un référendum. Ça paraissait aberrant. Donc, les gens ont voté. Maintenant, on le sait qu'on peut en fait voter pour du beurre. Alors, au début de la campagne, tous les noms, tous les sondages donnaient le oui vainqueur. Je passe là-dessus. Et puis, ah non, il y a une cinquième leçon, là, mais c'est vraiment la dernière cette fois-ci. Paradoxalement, c'est l'ambiguïté du slogan lancé par Attaque « Au nom de l'Europe, je vote non », repris par beaucoup d'organisations et de citoyens, qui a contribué au succès. Alors, les arguments pour appeler à voter non étaient différents selon les organisations participant à la campagne. C'est vrai, quand on étudie le contenu des appels à voter oui ou à voter non, le RN à l'époque et les quelques personnalités de droite qui appelaient à voter non. Alors le RN, c'est surtout la Turquie. Là. Il fallait voter non pour empêcher l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qui était le projet de l'Union européenne. Ça se limitait un peu à ça. Évidemment, pour surfer sur le racisme, les comportements anti-maghrébins, etc., anti-musulmans. Et puis, les personnalités de droite, ils évoquaient la Turquie, mais pas avec autant d'insistance que le RN. C'était la souveraineté. Il y avait un reste gaulliste chez certains. Ils appuyaient sur la souveraineté. Ce que ne faisait pas la gauche. Le nom de gauche n'intégrait pas la souveraineté. On va en dire un mot. Et donc, le slogan d'Attaque « Au nom de l'Europe, je vote non » permettait de ratisser large en touchant un public varié. Les partisans
du système de l'Union européenne pouvaient voter non, parce que, au seul motif de rejeter le néolibéralisme du traité constitutionnel européen. Et c'était en fait la marque de fabrique d'attaque contre le virus néolibéral. Donc le traité constitutionnel européen était imbibé de néolibéralisme, c'était vrai. Donc on fait campagne sur ce thème du néolibéralisme. Ça a bien marché d'ailleurs, et ça n'était pas faux, bien entendu. Mais ça a été une faiblesse, finalement, parce que ça ne venait pas d'une analyse politique homogène, globale, offrant des perspectives au-delà du simple rejet du TCE. Et donc, ne contenant pas de perspective, ce vote ne pouvait déboucher que sur du vide, ce qui s'est produit. Le non à gauche, finalement, on l'a vécu à Attaque, a été préempté par la perspective de l'élection présidentielle de 2017. Vous vous rappelez 2007. 2007, pardon. Vous vous rappelez cette élection très bizarre où il y avait je ne sais pas combien de candidats de gauche, hein, un communiste, un vert, un socialiste, bon bref, Beauvais qui était là, José Beauvais, etc. Comité anti-Liban. Voilà, tous les candidats déclarés ou masqués se positionnaient pendant la campagne de 2005 dans la perspective de la présidentielle de 2007. En fait, c'était une fausse campagne pour eux. Ils étaient ailleurs. Ils étaient déjà dans l'élection présidentielle. Et tous lorgnaient sur l'association Attaque pour récupérer les 30 000 adhérents et les 350 comités locaux. C'était ça leur intérêt dans cette campagne. Personne n'a voulu politiser le non. Ces partis et candidats, pour éviter de faire peur à l'électorat dans la perspective de la présidentielle de 2007, voulaient rester sur le thème néolibéral du TCE. Ça les arrangeait bien. Ils ne voulaient pas aborder la question de l'indépendance de la politique, de l'indépendance politique de la France, c'est-à-dire sa souveraineté, d'abord par manque de conviction, mais aussi parce qu'ils jugeaient que tout simplement ce n'était pas rentable électoralement. Et dans la campagne du non, aucun programme politique n'est apparu pour l'après-référendum. C'est tombé comme ça, il y a eu un vide. Et dès lors, l'inversion du résultat du référendum par les deux coups d'État de 2008 a été facile, elle est passée comme une lettre à la poste. Les mêmes qui avaient mené le combat pour le non en 2005 sont restés l'arme au pied devant le coup d'État de 2008. Et par conséquent, l'ensemble de l'argumentation en 2005 a porté sur le caractère néolibéral du TCE, pas sur le cadre lui-même du système de l'Union européenne. À aucun moment, nous avons mené campagne, nous sommes battus pour expliquer qu'au-delà du contenu néolibéral, c'est le cadre lui-même de la Constitution, du système de l'Union européenne qu'il fallait combattre. L'argumentation économique et sociale antilibérale a été insuffisante au regard du caractère antidémocratique qu'est aussi le néolibéralisme, parce que le néolibéralisme n'est pas simplement une idéologie économique, c'est ce que la gauche finalement s'est contentée de faire, c'est une idéologie politique. Bon, alors je vais terminer. Quatre idées pour maintenant. Je fais simplement une ligne pour chaque idée. La première idée, c'est d'arrêter de tourner autour du pot concernant le système de l'Union européenne. Je reviens sur ce que je disais il y a un instant. Il faut mener un combat clair et offensif pour sortir unilatéralement et immédiatement de ce système en déliquescence et de sa monnaie unique, l'euro. Donc ça, c'est la première piste, qui n'est pas nouvelle pour nous, mais qui nous conforte finalement
dans nos convictions. Et puis ensuite la deuxième idée, l'élection présidentielle. Élection qui rend fou. On le voit en permanence. À la prochaine présidentielle et aux législatives, ne votez que pour les candidats qui annoncent clairement qu'ils veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro, de l'OTAN. Et à défaut, s'abstenir, s'il n'y a pas de candidat comme ça, s'abstenir, en rejetant les pseudos Front républicain et compagnie. Troisième idée, repenser le système des alliances, parce qu'on a vu, s'allier avec ceux qui ont trahi, c'est quand même difficile. Seuls des accords entre parties, le système des alliances entre parties devrait être pensé différemment et s'allier sur des sujets réduits, formalisés en propositions de loi. C'est-à-dire, on élimine la rhétorique des programmes et on fait des alliances sur des propositions de loi. 5, 10, 15 propositions de loi rédigées, y compris avec les décrets d'application si c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'une proposition de loi, c'est un acte de décision publique. C'est obligé d'aller dans le détail. Et c'est comme cela que l'on voit si un système va fonctionner ou pas. Parce qu'on l'encastre dans la réalité. La proposition de loi a vocation à devenir réalité. Beaucoup plus qu'une rhétorique sur un sujet quelconque. Donc des alliances fondées sur des propositions de loi rédigées correctement en fonction du droit, en respectant les règles du droit, et datées. C'est-à-dire, moi, candidat, j'ai 5 propositions de loi à soumettre aux électeurs. Si je suis élu, je vais les soumettre au Parlement, telle date, telle date, telle date. Voilà. Et les alliances fondées, des alliances fondées sur cette base pour limiter les possibilités de manœuvre, les clairs-obscurs, toutes les manipulations qu'il est possible de faire. Quatrième idée, susciter une dynamique populaire constituante, tout simplement parce que la Constitution actuelle porte une responsabilité essentielle dans le chaos politique et institutionnel dans lequel nous sommes actuellement. Voilà, merci, désolé d'avoir été peut-être un peu trop long. Merci Jacques. Daniel? Oui, ça va être dur. Compte tenu de l'intérêt, la richesse des deux exposés précédents. Jacques, je te remercie d'avoir commencé par un hommage à Bernard Cassen. Je veux juste dire que Bernard Cassen, pour moi, c'est le début en 2005 d'une campagne gigantesque dans le quart sud-est. J'avais invité Bernard Cassen à présenter le TCE, Traité constitutionnel européen, à la Tour d'Aigle, dans la salle que tu connais, Régis aussi. Et donc j'avais passé toutes mes vacances de Noël pour rameuter du monde partout, les médecins, les pharmaciens, etc., etc., etc. Et on était plus de 400 dans cette salle. C'est-à-dire les gens étaient debout, les gens venaient d'Avignon, etc. Et je me souviens que Bernard est arrivé, donc tout le monde était là, et il nous a dit, il y avait Annick et moi, il nous a dit, bon, ça veut dire qu'on va gagner. Voilà, parce que bon, la Tour d'Aigle, c'est quand même un village de 5-6 000 habitants, on est dans le Luberon, etc. Mais je veux dire, voilà, déjà le phénomène attaque avait déjà fait son œuvre dans le quart sud-est, quoi. Donc voilà, merci pour l'hommage. Alors voilà, j'ai écrit quelques bricoles. Donc la France et les pays de l'UE, on l'oublie souvent, il n'y a pas que la France, et les pays de l'UE
apparaissent dans une impasse entre guerre sociale et guerre militaire. Pourtant, il y a une voie pour arriver à une situation plus respirable, mais cette voie, c'est la rupture avec le système européen. 2005, c'est quand même 15 millions de Français, un peu plus d'ailleurs, qui refusent le texte constitutionnel de l'UE. C'est un non qui marque et marquera l'histoire, qui marque encore l'histoire. Contrairement à ce que les médias souhaitent, souvent on entend les médias dire bon bah voilà c'est ça y est c'est fini. Voilà, c'est un. Oui, j'ai entendu aussi des journalistes qui disaient c'est un vote qui n'a servi à rien. C'est faux, c'est archi faux. Hein. Mais ça, c'est les médias. Hein. Une trahison l'aurait effacée 3 ans après. C'est pas vrai. Cette victoire du peuple français doit être interrogée. Plusieurs questions se posent. Bon, Jacques en a posé pas mal. Donc l'UE est devenue un champ de ruines sociales, économiques, et risque de devenir un champ de bataille militaire. N'y est-elle pas déjà un peu devenue? Voilà. Là, les militaires commencent à avoir une réponse. Voilà. Et c'est la question du GCFL, Groupement Citoyen France Libre. Voilà. Alors, ce constat suffit-il à convaincre aujourd'hui les Français et d'autres peuples à se lever contre cette construction purement néolibérale, conçue et orchestrée par les États-Unis, on oublie souvent de le dire, pour servir le capital et surtout de son devenir impérial. C'est ça. Alors, peut-être faut-il déjà revenir sur l'épisode 2004-2005 et se demander les raisons du succès auquel les chantres de l'européisme ne s'attendaient pas 6 mois auparavant. Hein, en décembre, je me souviens, dans mon secteur, on me disait, mais écoute, c'est pas la peine de militer. Les socialistes ont dit oui, le oui va arriver. C'était en décembre, donc 5-6 mois avant. Donc, on voit bien là que la attaque, avec son organisation, avec ses moyens, etc., a quand même réussi, malgré l'offensive médiatique, finalement, à obtenir la victoire du peuple. Voilà. Alors, donc, voilà, qu'on le veuille ou non, c'est grâce à l'association Attaque qui a pris le manche, j'ai envie de dire, que les Français ont ouvert les yeux sur les mensonges qu'on leur racontait depuis 50 ans sur la gentille Europe qui verrait plus jamais la guerre. Hein, voilà. Moi, j'ai encore des gens dans mon secteur qui me disent « Mais nous, on a voté oui parce qu'on nous a dit qu'il n'y aurait plus la guerre. Hein, » je veux dire, voilà. Bon. Alors, ce retour en arrière est intéressant car si on veut conserver notre pays, si on veut éviter la guerre, il faut tirer d'abord les leçons de la victoire du non. On dit souvent que ce sont les peuples qui se lèvent avant les organisations politiques et syndicales, et qui les poussent dans le rapport de force. Hein, 1936, ça s'est passé comme ça. Pourquoi Attaque a réussi? Par l'originalité de sa nature et de son organisation. Association d'éducation populaire, elle a su donner aux Français les moyens politiques, voire intellectuels, de prendre conscience de la réalité du texte constitutionnel. Alors, pourquoi j'insiste pour texte constitutionnel? Traité avant les urnes, constitution au sortir des urnes. Voilà. Et sans doute, à cette époque, on n'a pas assez pris le temps de voir l'importance du constitutionnel dans le TCE. Car le TCE était déjà porteur de la volonté fédérale de l'Europe. Et même si, dès les premiers textes de la Constitution, le traité de Rome et les textes après, le supranational était déjà prévu et inscrit au programme, un peu en filigrane, mais il l'était. C'est donc une association non politique qui a permis au peuple de se lever contre le projet. Les organisations politiques et syndicales ont traîné un certain temps avant de partir au combat. Attaque est partie avant eux. Voilà. Et cette association avait une organisation très centralisée.
mais avec des relais partout en France. Jacques a parlé, je crois, de 350 comités locaux, des relais actifs à la fois sur le fond et la forme. C'est ça qui était assez original et ultra démocratique dans Attac, c'est qu'il y avait entre les comités locaux et le pouvoir central d'Attac des allers-retours sur les tracts, sur les idées à développer. Et donc, ça, c'était vraiment très original. Je dis ça pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes ici, les 4, il y en a peut-être 5, organisations qui constituent une sorte d'association pour comment dire, faire signer la pétition pour demander un référendum de clarification. Donc, je veux dire, c'est pas tout à fait pareil, mais bon, il y a une volonté d'organisation. Donc, voilà, ne doit-on pas retrouver ou chercher à construire cette formule au sein de notre coordination? Voilà. Pour trouver ou retrouver des citoyens prêts à libérer la France du carcan européen, comment dire, l'UE est une faillite sociale. Récemment, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, il faudrait que, et on a déjà commencé, que cette coordination se mette d'accord sur des thèmes communs, porteurs. Et c'est ce que, dans la dernière réunion de la coordination, il y a une dizaine de jours, on a décidé effectivement de lancer des tracts, des textes sur des thèmes porteurs. Voilà, j'avais noté que, par exemple, les Français auraient intérêt à connaître, par exemple, la cartographie de la privatisation des soins de santé en Europe. Voilà, des choses comme ça, par exemple. Alors, petite parenthèse. Attention à la carte de sécurité sociale européenne. C'est une arnaque qu'il faut dénoncer. Parce que, bon, quand on donne les tracts, on est amené à discuter avec les gens, sur les marchés, à la sortie des gares, etc. Et donc, c'est un concept vide de sens. C'est-à-dire, c'est une publicité, une arnaque de plus. Et qu'est-ce qui se passe? La carte de sécurité sociale européenne, c'est la sécurité sociale française, si vous êtes à l'étranger, qui rembourse. Et attention, certains organismes de soins à l'étranger, en Europe, ne sont pas reconnus par la sécurité sociale française, par exemple. Donc de toute façon, c'est une façon de promouvoir l'Union européenne, mais encore de façon mensongère. De façon, voilà, on arnaque les gens. Alors, tous les citoyens sont touchés par la réduction des services sociaux, des services publics. Il y a peut-être des corporations pour qui c'est plus évident aujourd'hui, par exemple les étudiants, le monde de l'agriculture. La paupérisation gagne du terrain dans toutes les corporations. Donc, je pense que si aujourd'hui on devait faire une campagne, et on l'a commencé, pour lutter contre l'Union européenne, et pour la dénoncer, et pour demander qu'on sorte de là, je pense que ça serait plus facile en réalité. Alors, il y a, j'ai noté quelque chose, il y a un bouclier qui protège en fait l'Union européenne. C'est la personnalité de Macron. En fait, Macron, avec ses facéties ultralibérales, agit comme un bouclier protecteur de l'Union européenne. C'est Macron
c'est pas l'Union européenne, c'est Macron. Et ça, il faut faire tomber ça, quoi. Macron ou Tartampion, de toute façon, ça sera toujours la même politique, quoi. Voilà. Alors, moi, je pense que notre association, donc, pour la demande d'un référendum de clarification, elle a déjà commencé à s'organiser avec des tracts, avec une recherche de points d'appui comme des comités locaux partout en France. Et je pense que là, aujourd'hui, nous sommes capables de convaincre plus de gens. Alors, là, il y a 10 jours, 15 jours, on a un militant paysan qui est intervenu, je crois, à Rochefort. Il y avait une réunion appelée par Mathilde Panot. Mathilde Panot n'était pas là, mais bon, il y avait des députés LFI et il y avait à peu près 200 personnes. Et notre camarade du RPS Fier avait à peu près ce texte. Et en fait, voilà, je vous dis juste les quelques lignes pour vous montrer à quel point on peut inverser les choses, même à l'intérieur de la LFI. Hein. Voilà. Comment un grand pays agricole comme la France peut-il se retrouver en 50 ans au bord de la ruine? Si la crise agricole marque le début de son déclin, celle-ci n'est pas due à la fatalité. Cette crise est directement la conséquence d'une volonté politique dictée par le néolibéralisme, imposée par les USA et relayée par l'Union européenne. La France est devenue une zone à défendre. La France est devenue une ZAD. Et il faut s'emparer de cette idée. Et alors, il était en territoire LFI, ennemi. Tonnerre d'applaudissements. Donc, il y a de l'espoir. Il y avait beaucoup de jeunes. Voilà, il y avait beaucoup de jeunes. Donc, il est allé... Alors, je lui avais dit, attention, tu ne distribues pas le tract avant, à l'entrée. Tu attends. Et alors, il est allé avec son tract et le porter au député qui était là. Il lui a dit, bon, bah, si tu peux le donner à Mathilde Panot, ça serait bien. Il a dit oui, etc. Donne-moi un autre, etc. À ce moment-là, les gens dans la salle sont venus le voir et lui ont dit, je ne peux pas en avoir un, je ne peux pas en avoir un, je ne peux pas en avoir un. Donc, bon, je ne vais pas vous lire le tract, il est là-bas, hein, mais c'est une dénonciation en règle de l'Union européenne et de l'unique possibilité, c'est de rompre avec tout ça, quoi. Voilà. Donc, moi, je suis très optimiste, en réalité. Et je pense que cette idée de ZAD fait son chemin, et surtout chez les jeunes paysans, mais chez les jeunes étudiants aussi. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas dire plus, puisque mes camarades ont dit déjà beaucoup de choses. Voilà. Merci, Daniel. Alors, avant d'ouvrir la discussion, moi j'ai 2-3 petites choses à ajouter qui me semblent importantes. Dire que, d'abord, au sein d'Attac, il y avait des divergences profondes depuis le départ. En particulier sur la question de la nation et sur la question de l'Union européenne. Donc, quand surgit l'affaire du traité constitutionnel européen et qu'il faut il y a une partie d'Attac, enfin de ses membres fondateurs, parce que Attac c'était le conseil d'administration aux mains des membres fondateurs. Hein. Donc les membres fondateurs, c'était des syndicats, des journaux, etc. Et dont un certain nombre étaient totalement opposés à la sortie de l'Union européenne pour diverses questions. Donc, il y a le TCE, enfin le projet de TCE, qui évidemment il est sur la table, puisque tout avait été quand même largement anticipé
par Bernard, Jacques, etc., dans la publication des bouquins. On labourait déjà sur la question de l'Union européenne avant même le TCE. Hein. Bon. Non, Qu'est-ce qui se passe? Bah, la question se pose dans un conseil d'administration. Est-ce que Attac fait campagne? Si elle fait campagne, bah, elle fait campagne pour le non. Ou est-ce qu'elle ne fait pas campagne? Là, il y a une scission, entre guillemets, à l'intérieur du conseil d'administration. Il est impossible de se mettre d'accord. Il y a des gens, ils sont pour, il y a des gens, ils sont contre. Donc là, on sent bien qu'on va partir à la machette, là, et que finalement, ça va aboutir à rien. Donc, appel à la démocratie. Et donc, il faut bastonner pour obtenir un référendum auprès des adhérents d'Attac avec ces questions-là. C'est pas secondaire. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'Attac, il y a des acteurs qui ont une grande partie du pouvoir, qui sont les mêmes qui frétillaient parce que quand même l'Europe c'est bien et tout ça, faut pas oublier, hein, les syndicats, la Confédération européenne des syndicats et tout ça. Et donc, on va quand même un peu, il va y avoir une petite ambiance un peu chaude, on va dire. Bah, c'est le peuple qui tranche. Et le peuple d'Attac, c'est les adhérents. Et il y a une organisation d'un référendum, et on est submergé par les réponses. Enfin, c'était terrible, il y avait trop de gens qui avaient voté. On n'arrivait pas à dépouiller, bref. Et le résultat est écrasant. Oui, il faut faire campagne. Et oui, il faut faire campagne pour le non, mais c'est écrasant. Là, j'ai pas le... Mais je crois qu'il y avait moins de... Je crois qu'il y avait 10 ou 11% des gens qui avaient répondu autre chose. Un peu plus de 80%. Oui, il y avait plus de 80%. Oui, mais c'était les WIST qui étaient très, très minoritaires. Donc, la mise en œuvre a pu avoir lieu. Pourquoi je dis ça? C'est que Attac, là où les syndicats, les machins, les ONG et tout ça n'ont décidé que par les directions de leurs organisations, Attac a tranché les divergences et les différences et les oppositions à travers un référendum. Ce qui rendait absolument indiscutable la légitimité de la position d'Attac. Je pense que ça, c'est une leçon qu'on doit tirer. D'autre part, au nom de l'Europe, je vote non. Bah ouais, enfin franchement, c'était tellement facile de faire ça. Je porte une large responsabilité dans cette affaire, dans ce slogan. Pourquoi? Parce que nous, on parlait déjà de l'Union européenne et pas de l'Europe. On disait toujours l'Europe, comme aujourd'hui... nous, on parlait d'un continent de 49 pays, de machin, de patati patata, alors que c'était aussi jouer sur l'ambiguïté de ceux qui disent Europe à la place de l'Union européenne. Et se positionner au-dessus en disant au nom de l'Europe, sans donner d'explication, c'était... personne n'a été cherché. Hein. Qu'est-ce que ça voulait dire au nom de l'Europe, hein? Bah, c'est pas grave. C'est passé. Et donc, on a déculpabilisé des gens, des électeurs, des citoyens, qui, parce que c'était au nom de l'Europe, dont ils faisaient, ils définissaient eux-mêmes personnellement ce que ça voulait dire, eh ben ouais, qu'ils allaient voter non à un traité constitutionnel. Et c'est très intéressant, parce que même, comme le dit Daniel, c'était déjà la marche en avant de la fédéralisation qui nous arrive maintenant et tout ça. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, justement, au nom de l'Europe, je vote non au traité constitutionnel européen, c'est-à-dire je refuse qu'il y ait une constitution européenne qui chapeaute notre constitution. Et ça permettait dans la représentation, je sais pas comment on dit, sociologico, je sais pas quoi,
de reposer la question nationale sans qu'elle ait été un a priori. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous raconte. Parce que ce qui était tabou, troisième élément, à Attac et ailleurs, dans le mouvement altermondialiste occidental, c'était la question nationale. La nation, il n'y a jamais eu de forums sociaux nationaux, par exemple. C'était interdit. C'était la baston quand ça a été proposé. On pouvait faire local, départemental, régional, européen, intersidéral, même s'il fallait faire intersidéral, mais surtout pas national. Pourquoi ? Parce que les divergences entre les différentes forces allaient s'exprimer, et notamment sur la question européenne. Donc on voit bien que toutes les questions politiques, syndicales, du rapport de force entre le capital et le travail, si on veut utiliser ces mots-là, est totalement embourbée, enracinée à travers la question européenne. C'est-à-dire de la place d'un outil qui n'a été créé justement que pour créer des divergences et faire fermer leur gueule à un certain nombre d'organisations qui, historiquement, comme la CGT ou comme le Parti communiste, etc., ont été des structures d'émancipation, qui se voulaient en tout cas des structures d'émancipation du peuple. Voilà. Donc, je voulais dire ça parce que la question du tiers, pas du tiers secteur, mais du tiers de confiance, je comprends pourquoi. C'est-à-dire, si on considère que Attac pouvait être un tiers de confiance, pourquoi ? C'est parce qu'il avait régulé en son sein les divergences qui existaient. Et qu'il a permis, justement, ça a été un passeport pour un certain nombre de syndicats et d'organisations, etc., pour participer à ce qui s'est produit, c'est-à-dire à une campagne. Pourquoi ? Parce que ces organisations syndicales ou ONG ou machin, etc., ne géraient pas à l'intérieur, n'ont pas traité les divergences et ont pris des décisions autoritaires uniquement à travers le prisme de leur direction. Et les autres, taisez-vous. Voilà, c'est ça que je voulais ajouter.